Bonjour et bienvenue dans l'agriculture en question, en direct du plateau du siècle vert dans le hall 4, dans le pavillon 4 du salon de l'agriculture. Et on est ensemble pour 1 heure, c'est votre rendez-vous quotidien pour mieux comprendre l'agriculture et ses enjeux d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, zoom sur les pesticides, entre leur utilisation dans l'agriculture et leur mauvaise presse auprès du grand public. Leur place dans les exploitations agricoles est de plus en plus décriée, en tout cas pour le public. Pour débattre de ce sujet, j'accueille Julie Sabourin. Vous êtes responsable qualité et technique du collectif Nouveau Champ. Alors le but c'est d'être dans le zéro pesticide, zéro résidu, c'est ça? Le zéro résidu de pesticides, c'est ça. Le collectif Nouveau Champ a été créé il y a 2 ans et c'est un collectif de producteurs français qui défendent le zéro résidu de pesticides. À vos côtés, à votre gauche, Nicolas Kerfan, vous êtes vice-président de l'UIPP, qui est un consortium d'entreprises de produits phytosanitaires, et vous êtes aussi directeur général de BASF, qui est l'une de ces entreprises. Bonjour, monsieur Kerfan. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous. En face de vous, nous avons André Bernard, vous êtes vice-président de l'APCA, l'association des chambres d'agriculture, et vous êtes aussi président de la chambre régionale de Sud-PACA. Bonjour, monsieur Bernard. Bonjour. Et enfin, Philippe Dubief, vous êtes président de Passion Céréales, qui est une association pour la communication sur les éleveurs, enfin les céréaliers en France. C'est bien ça? Absolument. Donc je suis avant tout agriculteur dans le sud de la Côte d'Or et donc j'ai l'honneur de présider Passion Céréales, qui est une collective d'information sur l'ensemble de la filière céréalière française. Mais on pourra y revenir. Parfait. Au programme de cette émission, nous allons donc en apprendre un peu plus sur les produits phytosanitaires et confronter les différents points de vue des acteurs de ce secteur. On fera un point à l'aide de nos journalistes sur la situation en se posant 4 questions clés qui structureront cette heure de débat. 4 questions pour questionner la dangerosité des produits phytosanitaires, pour savoir si on pourrait réellement s'en passer aujourd'hui. Sujet sensible également, c'est l'importance des lobbies dans ce secteur, ou encore si l'utilisation d'OGM, les organismes génétiquement modifiés, pourrait être une bonne solution. Alors surtout, n'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux sociaux avec le hashtag fréquence ESJ, également le hashtag siècle vert, ou en tapant sur Twitter et Facebook. N'hésitez pas à réagir lors de cette émission. On est parti pour 1 heure ensemble dans l'agriculture en question. Et première question de cette heure d'émission, les pesticides sont aujourd'hui est-ce qu'ils sont aujourd'hui trop dangereux? Sous le feu des projecteurs, les pesticides ont mauvaise presse auprès du grand public. Alors, quel rapport les agriculteurs ont-ils avec ces produits parfois dangereux pour la santé? Retour sur leur utilisation avec Yanis Darras. Les pesticides notre pays est-il accro aux pesticides? C'est une question qui peut se poser. Pour preuve, probablement l'un des plus grands échecs pour le grand public stratégique que la France ait connu au cours de ce début de siècle. En 2008, le gouvernement Fillon lance le plan Écophyto pour lutter contre l'utilisation des pesticides dans le monde agricole. L'objectif est simple, réduire de 50% d'ici 2018 l'utilisation des pesticides dans le monde agricole. Eh bien, 10 ans plus tard, le bilan dressé n'est pas du tout ce qui était attendu. Non seulement l'utilisation des pesticides n'a pas diminué, mais pire, elle a augmenté en France. Pour calculer la consommation de pesticides en France, on se base sur ce qu'on appelle le NODU, c'est-à-dire le nombre de doses unités. Ce NODU était de 76 millions en 2008. Il était, en 2017, de près de 94,2 millions. Alors c'est un chiffre qui est complètement à l'opposé de ce qu'attendait le gouvernement, mais il faut parfois aussi tempérer ce chiffre. C'est notamment le cas des spécialistes du secteur et notamment de l'UIPP qui tempère ces résultats. L'Union des industries de la protection des plantes s'attarde plutôt sur la substance, sur le nombre de substances actives utilisées plutôt que sur la quantité de pesticides vendus, mais également sur les conditions climatiques qui influencent parfois l'utilisation des pesticides. Il souligne ainsi que seulement 60 000 tonnes de substances actives ont été déversées ces dernières années. C'est quand même 2 fois moins qu'en 1990. Et si les agriculteurs n'arrivent pas à se passer de pesticides, certains produits couramment utilisés sont ou vont être interdits prochainement en France, Yanis. Et oui, ces derniers mois, dans l'Hexagone, ça a été un peu l'hécatombe. Par exemple, en mai dernier, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a ordonné le retrait de l'épixyconazole. C'est une substance active contenue dans de nombreux pesticides et qui permettait jusqu'à présent de lutter notamment contre les champignons parasitaires et notamment dans le monde céréalier. Avec cette interdiction, c'est donc 76 pesticides qui ont été retirés du marché. Et pour cause, l'épixyconazole est considéré comme un perturbateur endocrinien
avéré et aussi comme un cancérigène probable. Il a vite été rejoint fin 2019 par 2 insecticides qualifiés de tueurs d'abeilles. Il s'agit bien sûr du Transformer et du Closer, tous deux basés sur le sulfoxaphore, une substance qualifiée de toxique pour les insectes pollinisateurs. Le prochain sur la liste, ce serait le glyphosate, puisque sa fin est programmée pour 2021 dans notre agriculture. Un objectif qui finalement a été qualifié de pas tenable par Emmanuel Macron lors de sa visite au salon hier. Merci Yanis Darras pour cet éclaircissement en quelques chiffres sur les pesticides aujourd'hui en France. Julie Sabourin, pour vous, les pesticides sont-ils dangereux ? Alors, nous, je pense qu'il faut reprendre en fait finalement ce qu'a fait l'ANSES sur le sujet. Dans un premier temps, l'ANSES a mis en place des limites maximales de résidus. Nous, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur l'aspect résidus de pesticides dans les produits. Et donc, au niveau de l'ANSES, voilà, les limites ont été définies. Il y a des études scientifiques qui ont été menées pour mettre en place ces limites. Donc pour nous, on ne remet pas du tout en cause cet aspect-là. Par contre, nous, on est plutôt parti dans une démarche qui est, vous l'avez présenté, demain, les homologations de pesticides et les pesticides ne seront plus les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, les producteurs qui se sont engagés avec nous, ils ont plutôt réfléchi la démarche sur le fait de comment travailler ce progrès agricole. Et donc, pour nous, la solution qui nous a semblé la meilleure a été de développer une démarche qui est zéro résidu de pesticides. Nicolas Carfan, pour l'UEPP, qu'est-ce que vous répondez quand le public, certaines personnes ont peur, vous disent que vos produits peuvent être dangereux pour leur santé ou même pour les plantes ? Alors, je vais revenir rapidement sur, parce que vous parlez des pesticides, de rappeler que les pesticides, donc ce sont bien sûr les herbicides, les fongicides, les insecticides, mais il y a également les raticides. Enfin, il y a un grand nombre de produits qui rentrent dans ce qu'on appelle cette grande famille des pesticides. Dans les pesticides, on a également des classes différentes. Vous avez aujourd'hui des produits qui ressortent comme les produits de biocontrôle. Moi, je les appelle les pesticides de demain, qui sont des produits de substitution. Je rappelle quand même qu'il faut entre 10 et 15 ans pour développer un produit, donc il faut du temps pour évoluer. Que ces pesticides dont vous parlez, ou produits phytosanitaires que l'on utilise régulièrement. Pour faire une petite précision, le biocontrôle, c'est un petit peu réguler ou combattre les maladies, mais avec des moyens, soit des insectes ou alors des organismes naturels. Alors, pas uniquement, il y a évidemment les macro-organismes, les micro-organismes, vous avez aussi des médiateurs chimiques, les phéromones par exemple qu'on utilise, celles qui repoussent les mâles pour éviter que les insectes se reproduisent, et donc vous évitez par ce biais-là d'avoir des familles suivantes qui viennent contaminer. Donc à cela vient se rajouter d'autres techniques que l'on considère comme étant plus ou moins naturelles, mais également des produits, des métaux lourds, vous avez du soufre, vous avez du cuivre, qui sont dans une classification qu'on appelle de biocontrôle, de par ce qui a été donné, et donc autorisé pour utiliser, entre autres, en agriculture biologique, puisque je rappelle que toutes les agricultures ont besoin de protéger leur production, et donc utilisent des produits de protection des plantes, les fameux pesticides. Mais je pour vous, impossible, en tout cas dans un avenir proche, de se passer de pesticides ou de produits phytosanitaires. Alors je ne dis pas qu'il est impossible. Ils ne sont utilisés par les agriculteurs que quand ils sont nécessaires. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'agriculteurs qui soient suffisamment stupides pour mettre du produit ou appliquer quelque chose qui n'a pas d'utilité. Mais je voudrais revenir sur un mot que vous avez noté qui me semble assez important. On parle toujours de la dangerosité des produits. Évidemment, ils ont un effet puisqu'ils sont là pour combattre un organisme vivant. Donc c'est normal qu'ils soient dangereux pour cet organisme. Après, ils sont, comme ma voisine l'a dit, ils sont classifiés. On a amélioré sans arrêt les limites, les nécessités pour éviter justement tout type de risque. Et pour le public, pour essayer d'avoir une image la plus simple possible, quand on essaie de dissocier ou d'expliquer la différence entre le danger et le risque, vous prenez un lion, par exemple. Un lion, dans l'absolu, c'est dangereux. Vous le mettez dans une cage, vous le mettez quelque part où les enfants peuvent venir le voir, le risque est contenu. Et c'est là-dessus pour vous, que l'on apporte. C'est l'utilisation par certains agriculteurs, ou la mauvaise utilisation de ces produits dans des doses trop importantes qui peut entraîner des risques ? Non, je ne pense pas que les agriculteurs les utilisent à mauvais escient. Ce sont des professionnels aujourd'hui. Je dis seulement qu'ils les utilisent quand ils en ont besoin.
Et quand ils en ont besoin, veut dire que si la plante est malade, je rappelle qu'un cycle d'une plante, alors pas forcément celles qui sont, quand on a tout ce qui est arbres, vergers et autres, mais quand vous regardez la plupart des plantes, les céréales par exemple, elles ont un cycle de vie de quelques mois, 8-9 mois. Et quand vous regardez un être humain, combien de fois est-il malade dans sa vie ? Il faut bien les traiter. S'ils sont malades, si on ne les traite pas, ils meurent. Et l'agriculteur, quelque part, c'est sa production, il a besoin de la protéger. Philippe Dubief, en tant que... Dubief, pardon. Philippe Dubief, en tant qu'exploitant, en tant que céréalier, vous avez recours à des pesticides, j'imagine. Quels effets est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de ce côté-là avec les pesticides? Une dangerosité certaine ou pas? Non, je crois que ce qui est très important de savoir, en tout cas, que ceux qui nous écoutent comprennent, c'est que toutes les agricultures protègent, nourrissent les plantes, biologiques y compris, et que finalement la mission d'un agriculteur, c'est de pouvoir produire des aliments sains et pour avoir derrière une alimentation qui est conforme à la réglementation. Ça, c'est une première chose qui est extrêmement importante. Après, au cours du cycle d'un végétal, évidemment, l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, c'est plutôt comme ça, moi, que je les appellerais, c'est très simple, c'est aussi peu que nécessaire, enfin, c'est aussi peu que possible, pardon, et autant que nécessaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vraiment en dernier recours que nous utilisons ce genre de produits. Et puis, il y a les aléas climatiques, il y a des années où nous en avons besoin davantage de protection et d'autres un petit peu moins. En tout cas, ce qui est extrêmement important de savoir, c'est que lorsqu'un les végétaux sont malades, ils peuvent aussi provoquer dans l'alimentation, engendrer en tout cas un problème de santé dans l'alimentation humaine. Et ça, c'est extrêmement important de le savoir finalement, c'est de pouvoir classer bénéfices, risques. Tout à l'heure, on a parlé d'un lion. Moi, je dis très facilement, aujourd'hui, par exemple, un vaccin, voilà, il y a bénéfices, risques. Voilà. Donc là, c'est à peu près pareil. Juste, je me permets quand même de rebondir parce que tout à l'heure, on a dit l'évolution des produits phyto. Alors, éco-phyto n'a peut-être pas suffisamment bien marché. Aujourd'hui, l'ambition, c'est véritablement d'être sur ce chemin de progrès, d'en utiliser moins, de les utiliser différemment, d'ouvrir la porte, bien évidemment, au biocontrôle. Et comme son nom l'indique, c'est plutôt une protection qui est faite de manière assez naturelle. Mais tout cela doit être fait sur un temps long, en tout cas un petit peu plus long. Il n'y a pas un choc de temporalité. Je veux dire, ce n'est pas comme l'information. On n'a pas besoin de l'immédiateté. Il nous faut véritablement, nous travaillons sur du vivant. Nous sommes la science du vivant. Et donc, nous devons adapter nos pratiques. André Bernard, dans la suite PACA, est-ce qu'il y a eu déjà des problèmes de santé publique à cause des pesticides notamment? Pas à ma connaissance, et je pense qu'il y a malheureusement autant d'accidents dans les maisons avec les produits domestiques. Et quand on parle de dangerosité, je prendrais un produit tout à fait banal qui est utilisé dans toutes les maisons, qui est la javel. Si on s'amusait à boire de la javel, il y aurait un problème. Je ne vois pas beaucoup de personnes, sauf malheureusement dans un film qui a montré la détresse du monde agricole, où effectivement on ingère des produits phyto. Mais ça, c'est le cas extrême. Donc moi, je voudrais quand même revenir sur mon propos. Premièrement, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au éco-phyto. Éco-phyto n'a pas marché parce qu'on ne met pas les bons indicateurs pour vérifier les choses. On regarde l'évolution en poids et en nombre de doses utilisées. Ce qu'il faut regarder, c'est la dangerosité des produits utilisés. Quand je convertis des produits de synthèse par du soufre qui est utilisé par les bio, et chez moi dans la région, c'est 5000 tonnes de soufre qui ont été utilisées sur ces 10 dernières années, en plus que ce qui était utilisé avant. Effectivement, avant, j'avais 300 grammes de produits de synthèse. Aujourd'hui, j'ai 20 kilos de soufre. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille regarder exactement ce qui se passe. Après, sur le fait que les accidents qui peuvent se produire, oui, il y a eu par le passé, et on n'est pas à l'abri d'un accident demain. Mais aujourd'hui, tous les agriculteurs sont formés dans le cadre des certificats tous les 5 ans. Il y a des formations en permanence, les chambres d'agriculture en déploient un certain nombre. Donc, je pense que là aussi, il faut savoir regarder tout ça et pouvoir analyser les choses correctement. Après, sur les évolutions, je crois que ce qu'il faut regarder, c'est demain, si on va parler des nouveaux produits de biocontrôle, il y en a un certain nombre, il y a des pratiques qui arrivent, il y a aussi des solutions mécaniques à la protection. Quand on met des filets autour des vergers, on réduit l'usage des phytos. Quand on déploie des systèmes de binage avec des outils de précision, avec des robots bineurs, demain on commence à se passer, on va se passer de plus en plus
de désherbant. Quand on cherche des variétés avec des résistances à certaines maladies aussi. Donc je crois que le travail qui est fait par les instituts, par les chambres, par les partenaires, tout ça, ça avance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une communication, et je déplore l'attitude de la ministre de l'Environnement qui, début février, a fait une communication sur des faux chiffres. Moi, je la prends à défaut et je la veux en réunion pour communiquer sur les chiffres de 2019. Parce que 2018 a été une année où il a énormément plu, où certains viticulteurs ont traité, pour certaines des bio, ont passé 27 fois dans leurs vignes. 27 fois. Et les enregistrements sont faits, ils ne sont pas passés avec de l'eau. Justement, André Bernard. 2019 a été une année beaucoup plus clémente, où on a réduit les traitements. Et 2019, justement, il n'y a pas eu... ça fait une transition toute faite. Pour aborder la deuxième partie, c'est une question toute simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se passer de ces pesticides? Est-ce qu'on peut... On en parlait juste avant, donc avec les soupçons de dangerosité de la part du grand public. Ces dernières années, les scandales mettant en cause des produits phytosanitaires, comme le scandale du glyphosate par exemple, ou les dernières réglementations sur les distances d'épandage, posent la question d'une agriculture sans pesticides qui est de plus en plus prise au sérieux, y compris par les consommations. On voit ça avec Axel Savoie. Oui, les consommateurs sont de plus en plus regardants sur ce qu'il y a dans leurs assiettes. Quand on leur parle d'OGM ou de pesticides, ils ont tendance à grincer des dents. Prenons un exemple, une pomme qui vient de l'agriculture industrielle. En moyenne, ce fruit reçoit 35 traitements phytosanitaires avant d'être mis en vente. Et à peu près 10% des vergers sont bio. Donc si vous boycottez les pesticides, c'est un peu difficile. Et c'est donc parce que les consommateurs sont plus attentifs, mais aussi parce qu'il existe un risque pour la santé des agriculteurs, qu'ils peuvent être exposés tous les jours à ces pesticides, que des méthodes d'agriculture ont vu le jour, comme l'agriculture biologique qui est garantie sans pesticides ni OGM sur le papier. Cette agriculture utilise des méthodes de production qui ne nuisent ni à l'environnement ni à la biodiversité. Par exemple, parmi ces méthodes, il y en a une qui consiste à laisser pousser les mauvaises herbes pour enrichir les sols et donner des récoltes plus résistantes aux maladies. On peut aussi utiliser certains insectes, comme la coccinelle, pour se débarrasser d'autres insectes qui sont, eux, nuisibles pour les récoltes. D'ailleurs, l'année dernière, une étude de l'Institut national de la recherche agronomique a démontré que l'agriculture biologique était aussi efficace que l'agriculture conventionnelle pour limiter les dégâts dus aux insectes. Merci à Axel Savoie pour cet éclaircissement sur le sujet. Monsieur Bernard, on vous voyait un petit peu agacé pendant ce moment. Mais je vais réagir sur les propos. L'agriculture biologique, oui, très bien, on avance. Mais elle en consomme plus en poids que les autres. Alors c'est peut-être des produits moins dangereux, c'est du soufre et du cuivre. Mais en poids, elle en consomme plus. Et comme après on nous évalue par rapport au poids ou en nombre de doses utilisées, parce que quand je mets 350 grammes de produits sur ma vigne et pour 21 jours, je suis tranquille. Si je mets 20 kg de soufre et s'il fait 10-15 mm, je remets encore 20 kg. J'ai mis 40 kg et j'avais mis 300 grammes. Je pense pas que... C'est du bio, mais on y va. Ma région, on est à plus de 20% de bio. Mais ça se traduit par 5000 tonnes de produits de consommés en plus qu'il y a 10 ans. Donc quand on me juge sur l'évolution, on me dit vous avez consommé 5000 tonnes de produits en plus, mais c'est 5000 tonnes de produits pour faire du bio, alors qu'avant je faisais des produits de synthèse. Donc il faut arrêter de raconter votre collègue là. Il vaut mieux que je me calme parce que vous comprenez? Il faut arrêter de raconter des erreurs comme ça. Pour vous, il y a une démagogie sur le bio? Mais c'est pas le bio, c'est une démagogie sur la communication. Je crois que quand moi je ne suis pas en bio chez l'exploitation, on est en agriculture raisonnée, on va vers le bio. Aujourd'hui, mon fils, c'est lui qui fait les traitements, il utilise des biocontrôles. Il est obligé de passer tous les 8 jours en préventif pour éviter que la maladie s'installe. Monsieur Carfan, vous voulez réagir? Oui, alors, pour démystifier déjà ce fameux mythe, bio, pas de produits de protection, c'est faux. C'est faux et je suis bien placé pour le savoir puisqu'on en vend. On en vend aussi bien au bio qu'au non bio. Toute culture doit être protégée. Maintenant, est-ce qu'il existe d'autres solutions? Oui, il y en a. Évidemment. Et si on avait le Graal, ça fait longtemps qu'on l'aurait mis sur le marché. Donc si aujourd'hui les solutions de biocontrôle ne couvrent que et ne représentent que 8% des solutions qui sont apportées, même si c'est 24% des volumes qui sont mis à disposition. Donc là, vous voyez déjà, non pas l'incohérence, mais quand on suit un indicateur qui est un indicateur de volume, c'est pas le bon, ou de NODU. Donc à partir du moment où on Vous êtes aussi contre l'indicateur qui a été mis en place par le ministère de l'Agriculture? Je suis pas contre l'indicateur. Je suis contre les mauvaises interprétations des indicateurs. Tous
tous les indicateurs sont soit bons, soit mauvais, selon la façon dont vous voulez les tourner. J'ai fait Sciences Éco, je peux vous dire, vous me donnez 3 ou 4 chiffres et je vous sors 2 arguments contraires. Donc, l'indicateur est fait pour suivre une tendance. Et à partir du moment où la tendance n'est pas cohérente, il faut comprendre pourquoi. Et là, on arrive dans quelque chose qui est effectivement complexe. Le biocontrôle, donc pour y revenir, on a aujourd'hui des solutions qui vont arriver, seulement vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui que ces types de solutions pourront, en l'espace de 6 mois, immédiatement remplacer des solutions qui, depuis 20 ans, 30 ans, fonctionnent. Mais justement, pourquoi il n'y a pas eu une transition plus tôt dans le temps ? Il y a une transition. Il y a une transition. Ça fait, en 60 ans, on a divisé par 34 les doses de produits utilisés. Dans les 20 dernières années, vous avez eu environ 40% de moins de quantité de produits appliqués. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est effectivement clair, y compris, alors on parle de dangerosité des produits, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut le calculer par rapport à la dose journalière autorisée. On a aujourd'hui les normes et les règles, ce que l'ANSES fait, que ce soit pour les produits autorisés en bio ou autorisés en production classique, ils ont les mêmes règles qui s'appliquent partout. Et donc ces doses, ces limites que l'on autorise, entre guillemets, elles sont réduites régulièrement. Voilà pourquoi des produits disparaissent, parce qu'on considère qu'on va être de plus en plus intransigeant et les agriculteurs s'adaptent avec le temps qu'il leur faut. J'ai juste terminé avec ça, c'est extrêmement important, parce qu'il n'y a pas que les produits utilisés, il y a les techniques, il y a toute la génétique qui est aussi une partie de la solution. Vous avez aujourd'hui les solutions digitales qui apparaissent, qui permettent d'appliquer au bon moment, à la bonne dose, au bon endroit. Et ce sont ces sommes de solutions, comme une boîte à outils, qui vont vous permettre de répondre aux problématiques que l'on a. Prenez une boîte à outils, prenez le meilleur artisan, vous lui laissez que le marteau dedans, il ne fera pas grand-chose. Donc on a bien compris que pour vous, la transition doit prendre du temps. Monsieur Dubief, vous vouliez réagir tout à l'heure à ce que disait Monsieur Bernard ? Non, je voulais tout simplement peut-être indiquer la chose la plus importante, c'est qu'il ne s'agit surtout pas d'opposer les agricultures. Toutes les agricultures sont nécessaires en France. On a de l'agriculture de conservation, on a de l'agriculture biologique, on a de l'agriculture conventionnelle, raisonnée, etc. Elles sont toutes importantes, elles répondent toutes à un marché. Après, de vouloir enclencher ou indiquer qu'il y en a une qui est plus vertueuse que l'autre est sans doute une erreur. Ça, c'est extrêmement important. Que demain, l'agriculture, elle sera évidemment combinatoire, hybride, on l'appelle comme on veut. C'est-à-dire qu'il y aura un mixte des solutions qui seront mécaniques, agronomiques, génétiques, et puis évidemment avec l'innovation, on a quand même le data, on a l'intelligence artificielle qui nous permettront d'avoir cette agriculture de précision, comme nous l'ont indiqué tout à l'heure, de mettre la bonne dose au bon moment, au bon endroit. Et ça, c'est extrêmement important, ça nous conférera une agriculture qui sera mesurée et prédictive. Voilà, je crois que c'est ça qui est le plus important. Après, si on veut aller dans les chiffres, etc., je vous dirais juste 2 choses. Évidemment qu'un seul indicateur pour les produits phyto n'est pas suffisant. Nous devons faire un mixte QSA, NODU, pardonnez-moi d'être un tout petit peu technique, mais ça c'est absolument une nécessité. Et juste la deuxième chose, et je termine, et juste rappeler que sur la consommation des produits phytosanitaires qu'on a et dont les chiffres ont été dévoilés, c'est juste qu'il faut indiquer que les phytos ont peut-être été achetés, mais ne sont pas forcément épandus. Pourquoi ? C'est parce que le 1er janvier 2019, il y a eu une taxe très importante qui a été faite et finalement, les agriculteurs ont anticipé l'achat de leurs produits de protection des plantes. Donc, ils ont généré comme un stock. Donc, l'achat est là, mais ils n'ont pas été utilisés. Donc, faire très attention à tout cela. En tout cas, l'avenir de l'agriculture, c'est vraiment d'avoir une agriculture combinatoire, hybride. Julie Sabourin, quand l'objectif c'est 0 résidu, est-ce qu'un monde sans pesticides, c'est un peu le Graal ? Alors, en effet, il n'y a pas mieux que de ne pas utiliser de pesticides pour ne pas en retrouver en tant que résidu. Mais au-delà de ça, actuellement, si on veut produire à grande échelle, on a besoin des pesticides. Que ce soit en bio, en conventionnel. Nous, on se positionne plutôt sur une 3e voie, un intermédiaire. Et l'idée, c'est que je rejoins ce que disait M. Dubief. On est vraiment dans cette dynamique-là de ce qu'on appelle, nous, la stratégie technique pour aboutir au 0 résidu de pesticides. On ne va pas remplacer un pesticide par un autre. On est sur une combinaison de solutions alternatives qui va nous permettre, au final, de réduire
et de garantir un résultat qui est le zéro résidu. Donc en fonction des filières, on va s'appuyer sur des solutions de la lutte mécanique, on va s'appuyer sur des variétés, de la génétique qui va nous aider sur ces sujets, on va s'appuyer sur des stimulateurs de défense des plantes, de la lutte biologique. Voilà, ce sont une multiplicité de solutions qui va nous permettre d'aboutir à ce résultat zéro résidu de pesticides. Très bien. Maintenant qu'on a vu la dangerosité des pesticides, également, en tout cas, les problèmes et en tout cas les craintes du grand public à ce sujet-là, si on pouvait se passer de ces fameux pesticides, on va maintenant s'intéresser à la place des lobbies dans ce secteur de l'agriculture. Oui, Et justement, pour nous présenter ces lobbies, Hugo Franceschi, est-ce qu'il y a trop de lobbies dans le milieu des phytos? Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les lobbies dans ce secteur? Eh bien, Bastien, nécessaire pour certains, nocif pour d'autres, c'est surtout en fait la guerre d'influence autour des produits phytosanitaires qui parlent d'elles-mêmes dans les médias. Oui, Bastien, effectivement, est-ce que les produits phytosanitaires sont bons ou mauvais? Moi, je ne saurais pas répondre à cette question, hein. Je vous laisse le soin de le faire avec vos invités. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, mais évidemment aussi tout dépend de quels produits phytosanitaires on parle, hein. Évidemment, tous n'ont pas la même composition, tous ne sont pas aussi dangereux. En revanche, ce qui est sûr, c'est que plusieurs entreprises ou organisations militantes combattent ces produits phytosanitaires ou au contraire les défendent. C'est donc cette fameuse guerre d'influence, hein, que j'évoquais. Alors déjà, Bastien, ensemble, définissons, hein, ce qu'est un produit phytosanitaire. C'est un produit chimique qui est donc utilisé pour prévenir ou alors pour soigner des organismes végétaux. Par extension, on utilise ce terme pour définir l'ensemble des produits servant donc aux plantes, à contrôler les plantes, les insectes ou bien les champignons. Plus familièrement, on utilise le terme de pesticides. Alors, évidemment, en France, l'une des organisations qui défend le plus les pesticides, c'est l'UIPP, c'est l'Union des industries pour la protection des plantes, qui est parfois très décriée puisque parce que parmi les entreprises qui composent l'UIPP se trouve Bayer Monsanto, hein, qui est très décrié, donc on le disait, pour le Roundup, un produit phytosanitaire qui contient du glyphosate, hein, je suppose que vous en avez forcément déjà parlé, et il se trouve que ces entreprises donc adhérentes à l'UIPP contrôlent près de 95% du marché donc des produits phytosanitaires dans le monde, ce qui laisse les opposants aux produits phytosanitaires parler de lobbying. Merci Hugo Franceschi pour ces précisions sur la place des lobbies en France. Nicolas Carfan, pardon. Vous qui êtes vice-président de l'UIPP, vous êtes aussi directeur général de BASF. Aujourd'hui, cette étiquette de lobby, est-ce qu'elle n'a pas trop mauvaise presse face au grand public? Alors, c'est vrai que quand vous parlez de lobby, déjà, rien que le mot fait peur. Pour vous, c'est un gros mot? Non, c'est pas un gros mot. On peut l'utiliser tel quel. On aime bien utiliser le mot de advocacy, où on a plutôt la notion d'avocat. C'est-à-dire qu'on considère qu'on doit, et il est normal que l'on porte les intérêts de notre entreprise. Encore une fois, on n'est pas une ONG, qui est également un lobby, hein, d'ailleurs, puisque c'est un influenceur comme un autre. Nous portons nos intérêts, nous respectons totalement les règles telles qu'elles ont été dictées dans chaque pays, au niveau européen et ainsi de suite. Et donc, on défend quelque part nos intérêts avec... Et j'appuie quand même fortement là-dessus, avec une vraie dose de réalisme. Enfin, moi, j'ai 3 filles, je suis père de famille, je sais exactement ce que je fais. Les produits aujourd'hui que nous consommons sur les étals, et je suis désolé je suis d'un avis un peu différent de ma voisine, la tendance des zéro résidu de pesticides, bon, c'est zéro résidu de pesticides tracé, trouvé, identifié, ça dépend ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on va vraiment retrouver. Donc, c'est assez... pour moi déjà assez anguleux comme approche. Donc quand on explique le résultat que peut avoir l'utilisation ou la non-utilisation ou la suppression de tel ou tel produit, on a besoin d'expliquer le risque qu'il y a derrière. Aujourd'hui, le glyphosate, si vous le retirez, il y a un grand nombre de solutions, ça a été discuté hier, il y a plusieurs annonces qui ont pu être faites. Vous avez des agriculteurs qui aujourd'hui ont besoin de ce glyphosate pour arriver à une solution de conservation des sols. Vous ne faites pas ça, vous laissez tomber. Donc tout ce qu'on demande, c'est à pouvoir s'exprimer, à pouvoir dialoguer, à pouvoir défendre nos intérêts dans une dimension d'amélioration, parce que c'est ce que nous prenons.
Julie Sabourin, justement, Monsieur Carfan, vous en parlez, les lobbies dans le monde, en tout cas des pesticides, est-ce que c'est une machine, une énorme machine qu'on ne peut pas vraiment arrêter ou contre laquelle on ne peut pas lutter? Alors, nous, on n'a pas vraiment de position à prendre là-dessus parce qu'en fait, nous, notre démarche, elle a plutôt pour vocation de parler aux consommateurs. Justement, quand on développe une démarche zéro résidu de pesticides, on se doit d'avoir quelque chose, un socle de base très rigoureux. Et justement, je vous invite à aller voir notre logo. On précise bien la valeur seuil qui est la limite de quantification. Qui est la plus petite valeur quantifiable par un laboratoire à ce jour et qui est de l'ordre pour la majorité des substances actives de 0,01 mg par kilo. Donc c'est ce qui nous permet de déterminer si notre lot en question va être conforme ou non. Mais sur les lobbies, des fois on a un peu l'impression qu'il y a les gentils écologistes et en face le Goliath de l'industrie. C'est quelque chose auquel vous vous identifiez ou pas du tout? Alors pas vraiment, je pense que toutes les entreprises, Monsieur Carfan l'a dit tout à l'heure, ils ont aussi dans leur panel de solutions des produits de biocontrôle, des solutions alternatives. Donc je pense qu'il faut, nous on avance avec tous les porteurs de solutions, que ce soit des grandes entreprises comme BASF ou des petites startups qui ont aussi beaucoup de solutions innovantes à ce jour. André Bernard, vous qui êtes vice-président de l'APCA et aussi donc président de la Chambre régionale Sud-PACA, les lobbies, quelle place ils ont dans ces chambres actuellement? Est-ce qu'ils prennent trop de place selon vous ou est-ce que c'est simplement leur travail? Je dirais que nous, on n'a pas véritablement de contact avec eux. Nous, on développe avec les instituts techniques, dans les stations expérimentales, un tas d'essais pour démontrer que l'utilisation de telle ou telle molécule a un intérêt pour aboutir à une production qui correspond aux analyses derrière. Chez nous, le contact, on n'a pas de pression de la part du UPP chez nous. Par contre, effectivement, on mène des travaux que nous, alors je tiens quand même à préciser, que nous finançons avec nos contributions, qui sont une taxe sur le chiffre d'affaires et une taxe sur les produits phytosanitaires RPD. C'est l'argent qui remonte et que nous faisons redescendre. Pour mener ces travaux d'expérimentation, c'est de la neutralité. Et c'est quand même nos contributions à nous. Après, effectivement, les entreprises, les firmes font quelquefois des plateformes d'essai, et ça, c'est leur problème. Nous, on fait avec la neutralité qui est celle des chambres d'agriculture avec les instituts techniques. Donc pour vous, les lobbies, en tout cas... Les lobbies, il y en a de tous les côtés. Je ne vais pas faire de couleur ou de devant et derrière. Je veux dire, il y en a aussi du côté environnementaliste qui racontent quelquefois des choses qui ne sont pas admissibles. Et je pense qu'il y a peut-être eu des excès à certains moments dans certaines firmes. Pourquoi pas? Mais nous, ça, on ne veut pas le savoir. Pour vous, il y a un traitement injuste des lobbies, en tout cas des entreprises phytosanitaires, par rapport à d'autres lobbies qui se veulent pro-environnementaux. Si aujourd'hui les consommateurs ont la chance de pouvoir se préoccuper de beaucoup de choses qui ne sont pas le fondamental, c'est-à-dire l'alimentaire, c'est que l'alimentaire a diminué dans la part des dépenses à un niveau epsilon. Et tout ça grâce à quoi? Grâce à la compétitivité de l'agriculture et grâce aux évolutions par les phytos à une époque. Que l'on soit en train de chercher des solutions pour se passer ou diminuer fortement les phytos, c'est indispensable, c'est ce que nous faisons depuis des années et que nous allons intensifier. Mais si on en était resté au taux de ce que coûtait l'alimentaire au moment où je suis né, c'est-à-dire il y a 60 ans, on ne serait pas tous en train de se poser ces questions-là, on serait en train de savoir comment on fait pour se nourrir. Je pourrais juste rajouter Monsieur un élément, Carfan. excusez-moi. Juste 2 secondes. Sur la partie UIPP et lobby, puisque c'est vraiment le sujet, le fait que ce soit regroupé, que l'on représente 95% des solutions, c'est aussi ce qui nous a permis de lancer un certain nombre d'initiatives, ce que ne font pas non plus aussi certaines ONG. Quand on fait des analyses sur le suivi de ruchers, une fameuse initiative Agrapi qu'on porte depuis 5 ans, on est les seuls à faire ça aujourd'hui au niveau large. Quand on fait des analyses d'eau dans lesquelles avec Pesticéros, on continue avec les agences de l'eau à suivre pour justement essayer de mesurer et amener des solutions complémentaires. Les équipements de protection individuelle, je me suis fait une petite liste rapidement. Des systèmes très rapidement pour que monsieur Dubief puisse sans réagir. Contact, l'harmonisation des étiquettes, les guides de bonne pratique, Adivalor, le fait de récupérer tous les emballages vides aujourd'hui, c'est quelque chose qui est unique, qui est complètement financé par la profession, qui fonctionne depuis 10 ans, 15 ans, je ne me souviens plus. Les traçabilités qu'on a mis en place avec le gouvernement, tout ça, c'est noté comme étant des lobbies, mais c'est la force d'une industrie qui veut bien faire, qui contribue également à aider, à améliorer l'agriculture en France. On a bien compris votre point de vue et vos arguments, monsieur Carfan. Monsieur Dubief, vous vouliez réagir?
Non, mais encore une fois, il ne faut pas effrayer inutilement les gens qui nous écoutent. Je pense qu'il faut rappeler des choses absolument simples et essentielles. La première, c'est que bien évidemment, nous, producteurs, nous n'avons aucun rapport avec ce monde-là et donc ça nous est globalement étranger. Ce qui est le plus important, c'est que l'utilisation des produits de protection des plantes sont tous passés par l'ANSES. Enfin, c'est juste important. C'est l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, qui est une agence indépendante, qui travaille pour la communauté économique européenne et qui indique et qui homologue et qui met des dizaines d'années, en tout cas, pour sortir des avis. Donc, premièrement... Donc pour vous, confiance aveugle en ces institutions. Mais la première chose qu'il faut rappeler, c'est que l'ensemble des produits ont été homologués, ont des études d'impact à la fois sur les végétaux, sur la santé des êtres humains, etc. Donc ce n'est pas des emplois comme ça intrusifs. Voilà. Et puis sans doute rappeler quand même deux autres choses essentielles. La première, c'est quand même, il faut se rappeler que l'alimentation en France est l'une des plus sûres au monde. Enfin, il faut juste le rappeler, et c'est tellement important, et que l'agriculture française est la plus durable au monde. Voilà. Donc c'est juste deux éléments extrêmement importants. J'ajouterai le fait que finalement, qu'est-ce que nous recherchons tous autant que nous sommes? Nous sommes avant tout tous des consommateurs. Nous voulons absolument contribuer à une meilleure santé. J'indique quand même que l'allongement de la vie humaine, il y a une contribution de l'agriculture et de l'alimentation, il ne faut pas oublier de le rappeler, mais surtout indiquer le fait que par exemple dans les céréales, vous avez une demande qui progresse chaque année dans le monde de 1,5%, 15% par décennie. C'est-à-dire que dans 20 ans, il va falloir produire 30% sur les territoires de céréales en plus. Pourquoi c'est juste important? C'est parce que quand, dans n'importe quel pays au monde, on manque de nourriture, ça provoque de l'instabilité. Quand vous avez de l'instabilité, vous avez des révolutions. Quand vous avez des révolutions, vous avez des guerres. Enfin, c'est juste important. Donc pour vous, c'est le rôle des lobbies qui est important pour développer... Il n'y a pas de rôle... Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. J'ai juste dit qu'il faut arrêter de jouer les vierges effarouchées en indiquant, il faut juste rappeler les choses essentielles. Voilà. Et ça, c'est des choses essentielles et que les produits utilisés sont évidemment homologués, ils sont évidemment testés et jusqu'à preuve du contraire, avec une agence nationale qui est vraiment en dehors de tout cela et qui aujourd'hui, il y a 1400 collaborateurs, ils sont juste à côté de vous. Moi, j'étais les voir tout à l'heure. Il faut juste aller les voir, c'est très important, et regarder comment le travail est fait. Voilà. Et donc, voilà, je pense qu'on peut s'appuyer sur une agence nationale qui est plutôt en France. Enfin, on est plutôt très bien coté sur le terme de sécurité. Et donc, l'alimentation la plus sûre quand même du monde en France, et en tout cas la plus durable. Merci Philippe Dubief. On va passer à la dernière partie de cette émission avec une dernière question. Est-ce que l'utilisation des OGM pourrait réduire l'utilisation des pesticides ? Les pesticides, donc produits chimiques destinés à protéger les cultures agricoles des parasites ou encore des champignons, mais l'utilisation de ces produits est donc décriée auprès du grand public à cause de ses effets sur l'environnement et sur la santé. Dans certains cas, une alternative a été créée, un OGM pour réduire les pesticides. On voit ça avec Mathilde Couvillère-Flornois. Les OGM, qui sont des organismes génétiquement modifiés, ont été créés à l'origine pour rendre les plantes plus résistantes aux pesticides. Les pesticides sont très décriés pour leur effet négatif sur la santé et sur l'environnement, car ils s'évaporent très facilement dans l'air. Aujourd'hui, 99% des plantes transgéniques, donc modifiées, commercialisées, sont des plantes pesticides, donc soit elles ont subi une pulvérisation de pesticides, soit elles produisent elles-mêmes leurs propres pesticides. Et c'est là que l'OGM entre en jeu. Les semenciers ont créé une plante BT. Alors la plante BT, c'est une plante dans laquelle on a inséré un gène d'une bactérie insecticide. Ça veut dire que la plante BT est capable de créer son propre insecticide. Grâce à cette méthode, on pourrait peut-être dire adieu aux pesticides et bonjour aux OGM BT qui favorisent la lutte biologique. Mais ça pose problème pour l'environnement. À terme, les insectes pourraient s'habituer à ces OGM et survivre aux plantes transgéniques. En sachant que la vente de pesticides s'élève à 68 milliers de tonnes en 2016, les OGM sont censés les remplacer. La France interdit par la loi les plantations de cultures d'OGM, car les risques pour la santé ne sont plus à démontrer comme c'était le cas avec l'affaire Monsanto. Cependant, la fusion cellulaire, comme c'est le cas avec la plante BT, n'est pas encore concernée par cette interdiction.
Merci Mathilde Couvert-Fornois pour ces précisions. Julie Sabourin, les OGM, une alternative possible? Alors, pour nous, au sein du collectif Nouveau Champ, le collectif, c'est avant tout des producteurs français. Donc, on se doit de respecter la réglementation. Pour l'instant, oui, pas les autorisé. OGM étant interdits en France, pour nous, voilà, c'est pas une solution pour laquelle, en tout cas, qu'on utilise actuellement. Et pour nous, c'est pas... ça ne fait pas partie du panel de solutions alternatives qu'on va utiliser. Justement, André Bernard et Philippe Dubief, ces OGM, est-ce que ce serait souhaitable? Est-ce que ça peut être une porte de sortie? Est-ce qu'on peut souhaiter un changement de la légalité? Non, je crois qu'il faut aujourd'hui juste se dire que l'OGM n'est pas autorisé en France. Il ne s'agit pas aujourd'hui de... Nous sommes ni des... On ne peut pas légiférer. Je pense que le travail aujourd'hui, faut le rappeler, c'est juste les effets combinatoires qu'on indiquait tout à l'heure, on voit bien que la science, sans doute, a été un petit peu rejetée, en tout cas en France. Peu importe, mais aujourd'hui, nous avons peut-être d'autres choses. On parle de NBT, pareil, qui seront sur le devant de la scène, qui peuvent être ou pas, et encore une fois, il s'agira de se retrancher derrière la vie. Mais tout cela pour dire que peu importe le moyen, et je pense que les OGM n'est pas un sujet, en tout cas, mais comment dirais-je, l'accroissement, en tout cas des résistances variétales par la génétique, est sans doute quelque chose d'extrêmement important pour la simple et bonne raison que ça diminuera l'utilisation des produits de la santé des plantes. André Bernard, vous seriez pour un changement de la législation au niveau des OGM? Non, je pense que la France a fait ce choix-là, on y arrive. Par contre, ce qui est un peu regrettable, c'est que pendant que nous n'en produisons pas, on en déverse sur nos marchés, quoi. Les céréales, le soja qui rentre d'Amérique du Sud, il est OGM. Le maïs qui rentre, il est OGM. La viande qui rentre est nourrie avec des OGM. Ça, personne ne se pose la question. Nous, par contre, on travaille effectivement sur des croisements, sur des sélections en viticulture. Avec 20 ans de travaux, on est arrivé à mettre en place des cépages résistants au mildiou et à l'oïdium. 20 ans de travaux. Bon, eh bien oui, on a réussi, par des croisements, par des sélections, à identifier des gènes qui permettent, sans OGM, à avoir cette résistance-là. Sur des variétés de tomates, on a des variétés aujourd'hui qui ne sont pas OGM, qui ont des résistances au mildiou. Effectivement, il y a des travaux à faire. C'est beaucoup plus long. La solution de l'OGM... Pour vous, c'est la solution de facilité, ce serait revenir en arrière et perdre des années de recherche et de travail. Mais je crois que les OGM, il y a un choix qui a été fait par la France et il est rejeté par la société. On s'est habitué, on s'adapte à ça, on travaille. La seule chose que je voudrais, c'est quand même que les consommateurs français sachent faire la différence d'un produit origine France qui garantit sans OGM, d'un produit qui est acheté sur un marché qui est complètement ouvert, où effectivement on voit une importation de plus en plus massive d'OGM. Et je voudrais, avant de terminer mon propos, rappeler quand même que la France est souvent décriée comme pour étant le premier utilisateur de phyto au niveau européen. Quand on le ramène à l'hectare cultivé, on est à la 8e ou la 9e position. Et on a plein de travaux, on a énormément de travaux pour trouver des solutions alternatives aux phytos. Donc pour vous, il faudrait une meilleure législation pour empêcher les produits étrangers qui comporteraient je pense que ceux qui s'excitent beaucoup sur les phytos feraient mieux de s'exciter sur la sélection des produits qu'ils consomment. Nicolas Carfin. Oui, alors j'ai été un petit peu surpris quand même par votre introduction, par le petit passage introductif sur les OGM. Je pense qu'il y a quelques petites choses à revoir. Donc OGM, organismes génétiquement modifiés. Je rappelle que la nature, depuis la nuit des temps, et fait évoluer les différentes semences qui existent. L'homme contribue avec différentes techniques. Aujourd'hui, il existe 7, 8, je ne sais plus exactement, techniques différentes pour obtenir de nouvelles semences. Et la bataille de certains lobbies, justement, est de dire comment est-ce que je vais classifier telle technique comme étant une technique OGM ou pas, en fonction d'une technicité d'utilisation. On marche sur la tête. À votre question, par contre, de savoir est-ce que la génétique peut demain répondre à une moindre utilisation d'intrants, et je dis bien d'intrants au sens large, ce n'est pas seulement les produits de protection des plantes, pesticides, qui ne sont pas que chimiques, au passage, c'est également utiliser peut-être un peu moins d'eau,
s'adapter également au réchauffement climatique, au changement climatique, donc d'avoir une meilleure résilience de la plante. Tout ça est important, avec évidemment un gain qui est attendu pour l'agriculteur, parce que ça a un coût, cette recherche, donc un gain de rendement supplémentaire. La génétique fait partie de cette boîte à outils, est indispensable pour pouvoir apporter les solutions de demain. Et là où je trouve que la France se tire un peu une balle dans le pied, c'est qu'on ne veut plus les solutions qui existent aujourd'hui, on ne veut peut-être pas les solutions de demain. Et puis sur les technologies à emmener demain, qui sont aussi le digital, on réfléchit comment est-ce qu'on gère la data, parce qu'il ne faut peut-être pas la partager. Donc il y a un moment où on va avoir une vraie difficulté. Pour vous, la France est absolument en retard de ce côté-là Alors, c'est pas qu'elle est en retard, c'est qu'elle s'accroche des boulets, les uns après les autres au pied, et après, il faut courir un 100 mètres. On est probablement le pays avec le plus de cultures différentes, 200 environ. Sur chaque culture, il y a des spécificités. Si on veut garder cette spécificité-là, si aujourd'hui on veut, on est quand même en France le pays du monde où on a la matière première, la transformation, la marque France dans ce qui est alimentaire, c'est quand même extraordinaire. On a tout. Et on arrive à se mettre des boulets plutôt que d'essayer de développer et d'utiliser tout ce patrimoine que l'on a. C'est ça qui me révulse d'une certaine façon. Et l'OGM pour BASF, la France, ça pourrait être une terre intéressante pour pouvoir développer ces choses-là? Alors, ce n'est pas l'OGM en lui-même. Alors évidemment, on respecte la législation, puisqu'on est bien obligé. Aujourd'hui, nous, BASF, on travaille sur des blés hybrides. Bon, les blés hybrides, il y en a pas mal qui travaillent dessus. On est persuadé que c'est une solution de demain. Une solution parce qu'elle va permettre donc, à la plante, au blé, d'être plus résistant, de pouvoir tenir un petit peu plus longtemps et probablement d'avoir une meilleure résistance à certaines maladies. Donc, moins d'utilisation de produits phytosanitaires. Mais il en faudra toujours. Donc ce qu'il faut, c'est aller dans une voie d'amélioration et non pas dans une voie de légifération ou de législation qui est bloquante, surtout quand nos voisins ont encore une latitude, voire, comme vous le dites, quand on importe des produits d'ailleurs qui, eux, ne respectent pas du tout la législation que l'on veut mettre en France. Et là, on crée des distorsions de concurrence catastrophiques qui emmènent certains agriculteurs à ne plus savoir comment s'en sortir. Philippe Dubief, sur les OGM, dans les cultures de blé, vu que vous êtes à la communication de Passion Céréales, est-ce que ça peut être souhaitable pour les cultures, avoir du blé OGM en France? Non, je crois que tout à l'heure je me suis exprimé. Je veux dire, c'est pas la question aujourd'hui. C'est pas utile de se poser des questions. Cette législation. Est-ce que vous aussi vous vivez ce sentiment de concurrence déloyale par rapport à des produits qui sont importés de l'étranger? Bien évidemment. Après, c'est un choix. Chaque consommateur a le choix d'avoir des produits français, ce que nous défendons tous bien naturellement. En plus, nous avons une belle agriculture. Mais sans doute, c'est d'indiquer qu'il faut absolument que le consommateur connaisse davantage son agriculteur qui est à côté. Je fais raccord parce que la communication est tellement importante. Et c'est vrai que tout à l'heure, juste dans le petit propos introductif, on a bien vu que les OGM, l'impact n'est plus à démontrer, etc. Bah si, justement, il a démontré, par exemple, et que sans doute, il y a un certain nombre d'idées reçues fausses qu'il faut combattre. Et donc, il ne s'agit pas de les combattre, il faut absolument argumenter, ouvrir nos fermes, ce que nous faisons, ce que nous disons et, à nos ambassadeurs de Passion Céréales, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a une déconnexion du monde agricole avec les urbains, avec les consommateurs. Il faut absolument combler ce delta qui est tellement important. Et à chaque fois que vous ouvrez une ferme, mais vous avez toujours des personnes qui sont très admiratives et qui partagent les ambitions de l'agriculture française. N'oubliez pas l'ensemble des choses et des évolutions qui sont faites au service des 3C, au service du consommateur, au service du citoyen, au service du client qui soit situé sur les territoires français, mais partout dans le monde. Julie Sabourin, vous déplorez aussi ce manque de communication? Alors, en effet, nous, au sein du collectif Nouveau Champ, notre vrai rôle, c'est justement d'apporter toute cette pédagogie aux consommateurs. Et je partage tout à fait. Actuellement, voilà, le consommateur est en manque d'informations. Et pour nous, on a besoin d'expliquer notre démarche. Le sujet des pesticides est un sujet compliqué. Et à travers notre démarche, justement, on veut arriver à recréer du lien entre les producteurs et nos consommateurs par diverses actions.
notamment les visites au sein de nos exploitations, mais pas que, en créant des contenus de communication, des vidéos très pédagogiques, des choses comme ça, qui vont permettre de recréer ce lien avec les consommateurs d'aujourd'hui. On a bien compris, donc un manque de communication dans l'ensemble du secteur. Il est maintenant temps de nous quitter. L'agriculture en question, ça touche déjà à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette émission. Merci à mes invités pour ce débat autour des pesticides. Merci à vous, Julie Sabourin. Vous êtes responsable qualité et technique du collectif Nouveau Champ. Merci à vous, Nicolas Carfan. Je rappelle que vous êtes vice-président de l'UIPP et directeur général de BASF. Philippe Dubief, merci à vous. Vous êtes président de Passion Céréales, qui est une association de communication sur le secteur des céréales, la filière céréalière. Et enfin, merci à vous, André Bernard. Je rappelle que vous êtes vice-président de la PCA et président de la Chambre régionale Sud-PACA. Alors, notre prochain rendez-vous, ce sera demain matin à partir de 10h pour À travers Champs. De 10h à midi, nous recevrons la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher et l'ancien adjoint à la mairie de Paris, l'écologiste Yves Contasso. Quant à l'agriculture en question, rendez-vous demain à même heure à 17h pour aborder une fierté nationale, le vin. N'hésitez donc pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux en tapant Fréquence ESJ sur Twitter, Facebook ou même Instagram et de faire un tour même sur notre chaîne YouTube pour retrouver tous nos contenus. Passez une très bonne fin d'après-midi sur TV Agri.